Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Large succès d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle dans le Val d'Oise. Le candidat d'En Marche totalise 72,5% des voix. C'est 6 points de plus que dans le reste de la France. Et Marine Le Pen ne réalise que 27,97%. Comment a voté le Val d'Oise? Réponse dans un instant. Après la présidentielle, les législatives, pour pouvoir appliquer son programme, Emmanuel Macron doit avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est le défi des législatives des 11 et 18 juin prochains, où le Front National compte bien devenir la principale force d'opposition. Reportage dans ce journal. Comment les Valdoisiens ont-ils voté au second tour de la présidentielle? Emmanuel Macron réalise un meilleur score qu'au niveau national. Dans le département, il s'impose dans les grandes villes, de droite comme de gauche, alors que Marine Le Pen ne vire en tête que dans 12 petites communes du département. Reportage. Participation en baisse dans le Val d'Oise pour ce second tour de la présidentielle. 72,04% des Valdoisiens se sont déplacés dans les urnes. C'est 5 points de moins qu'au premier tour. Autre particularité, les Valdoisiens ont été très nombreux à voter blanc. Le Val d'Oise est le 3e département qui a recueilli le plus fort pourcentage de vote blanc, avec 8,13%. Sans surprise, c'est Emmanuel Macron qui s'impose fortement dans le Val d'Oise, avec 72,5% des voix. C'est 6 points de plus qu'au niveau national. Le candidat d'En Marche creuse même l'écart avec Marine Le Pen dans le département, où la candidate frontiste n'obtient que 27,96% des voix. C'est 6 points de moins que dans le reste de la France. Emmanuel Macron est arrivé en tête dans une écrasante majorité des villes. Le candidat décroche son plus beau score à Enghien-les-Bains avec 83,06% des voix, une ville pourtant traditionnellement à droite. D'autres fiefs de droite ont également largement plébiscité le candidat d'En Marche, comme Montmorency, Deuil-la-Barre, Soisy-sous-Montmorency, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Gratien, Hermont, Sannois, Pontoise, Cormeilles-en-Parisis, Franconville, Taverny ou L'Isle-Adam, la ville du patron des Républicains, Axel Poniatowski. À gauche, Emmanuel Macron rafle également la mise dans les grandes villes, comme à Sarcelles, la ville du député sortant François Pupponi, Villiers-le-Bel, Gonesse et Goussainville. À Cergy, le chef-lieu du Val d'Oise, Emmanuel Macron remporte 82,20% des voix. De son côté, Marine Le Pen ne parvient à conquérir que 12 petites communes, tout à l'est du département et dans le Vexin. Elle réalise ses meilleurs scores à Vauderland et Châtenay en France. La candidate du FN s'impose également à Bouqueval, Épied-les-Louvres, Amenucourt, Lacy, Bray-Élu ou Saint-Clair-sur-Epte. Reste maintenant à savoir comment voteront les Valdoisiens aux législatives, qui permettra ou non au nouveau président d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Les principaux partis sont déjà dans les starting blocks, car en plus de la République en marche d'Emmanuel Macron et du FN de Marine Le Pen, il faudra aussi compter sur les Républicains, les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste. Le premier tour des législatives aura lieu le 11 juin prochain. L'élection présidentielle achevée, c'est une autre bataille qui s'ouvre donc, celle des législatives. Après sa victoire, l'enjeu pour Emmanuel Macron est d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale pour mener à bien son projet. Mais face à lui, le Front National de Marine Le Pen espère bien faire entrer le maximum de députés au Palais Bourbon pour incarner une opposition forte. Regardez le reportage d'Angélique Boilet. 2 jours après la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, son équipe dans le Val d'Oise est désormais tournée vers les prochaines élections législatives. Fort des résultats du second tour, son équipe veut croire en une majorité absolue. Les noms des 577 candidats sous la nouvelle bannière La République En Marche devraient être dévoilés d'ici jeudi midi. Dans le Val d'Oise, la majorité des candidats ont été, on va dire, nommés, si je peux m'exprimer ainsi. En revanche, il reste quelques circonscriptions qui, là, demandent quelques recherches supplémentaires quant au passif de certains candidats et leurs compétences, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté la date de jeudi pour être certain quant à la nomination de certains candidats. Mais face aux candidats d'Emmanuel Macron, il y aura ceux des autres partis politiques traditionnels. Leur objectif, obtenir également suffisamment de députés pour contrer le futur président. C'est le cas du Front National de Marine Le Pen. Battu au second tour, mais avec son score historique, le parti se proclame première force d'opposition.
Il espère pouvoir constituer un groupe parlementaire. Dans le Val d'Oise, le parti croit en ses chances. La recomposition totale du paysage politique français va créer des situations de triangulaires nombreuses, de quadrangulaires nombreuses, voire même de pentangulaires, comme on dit. Eh bien, historiquement, on sait que ces situations nous profitent. Voilà. Donc, dans le Val d'Oise, je suis certain que le Val d'Oise ne dérogera pas à cette règle. Les élections législatives se dérouleront dans un peu plus de 4 semaines, les 11 et 18 juin prochains. Du côté des socialistes, si Manuel Valls a manifesté ce mardi sa volonté d'être candidat aux prochaines législatives sous la bannière La République en marche, qu'en est-il des autres députés PS sortants valdoisiens? Si certains se posent encore la question, d'autres ont tranché. C'est le cas de Dominique Lefebvre, député PS de la 10e circonscription. Celui qui a appelé à voter pour Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle souhaite faire partie de la majorité présidentielle, mais pas question d'abandonner son étiquette socialiste pour celle d'En Marche. Dominique Lefebvre est au micro d'Angélique Boilet. La France a besoin que le quinquennat d'Emmanuel Macron soit un succès, donc nous devons y contribuer. Et donc c'est pour cela que je soutiendrai les mesures du gouvernement d'Emmanuel Macron qui iront dans le bon sens. Et je crois qu'il peut compter sur mon soutien, il le sait d'ailleurs personnellement. Mais je suis socialiste, je resterai socialiste, et je pense que lorsqu'on veut refonder la vie politique, je pense qu'il faut prendre en compte la diversité des sensibilités et des courants politiques et pas vouloir l'annihiler en mettant tout le monde sous la même bannière. Donc voilà, je pense que c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est pourquoi un mouvement comme En Marche présenterait un candidat aujourd'hui contre moi, uniquement parce que je suis socialiste. Ça ne tient pas la route, surtout dans une circonscription qui est très clairement à gauche. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Large succès d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle dans le Val d'Oise. Le candidat d'En Marche totalise 72,5% des voix. C'est 6 points de plus que dans le reste de la France. Et Marine Le Pen ne réalise que 27,97%. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Toute l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Depuis des millénaires, la culture des céréales domine la production agricole du Vexin français. Les techniques de récolte, presque inchangées pendant des centaines d'années, vont subir une véritable révolution au cours du XXe siècle. Pour ne pas oublier cette épopée céréalière, la commune de Sagy, à 15 km de Cergy-Pontoise, a décidé d'ouvrir un musée de la moisson consacré aux outils et aux machines agricoles du siècle dernier. Alors ce musée, il est né d'une idée qui était de départ d'organiser une fête de la moisson pour animer la commune et puis essayer de conserver une mémoire vexinoise de la moisson. Ensuite, on s'est retrouvé à la tête d'un certain nombre de machines qu'il a fallu entreposer. Donc pendant une dizaine d'années, on les a entreposées à droite à gauche. Et puis à un moment, il a fallu prendre une décision de construire un hangar. Alors plutôt que de construire un hangar, on s'est dit pourquoi pas construire un petit peu un hangar un peu amélioré qui s'appellerait un musée et qui permettrait aux gens de pouvoir profiter de ces machines. Ces machines sont toutes en état de marche, des outils à main aux très grosses moissonneuses-batteuses. On y trouve un siècle d'évolution technique. Le musée présente aussi quelques pièces sorties de l'oubli, comme cette roulotte, vestige d'un monde rural. Dans toutes les fermes importantes du Vexin, à partir d'une centaine d'hectares, vous aviez un troupeau de moutons, souvent 200-300 têtes, donc avec un berger. Donc là, il avait une cabane qui lui permettait de faire pâturer ses moutons dans les champs, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de désherbant, donc dans les chaumes, il y avait notamment de l'herbe, donc on pouvait faire pâturer les moutons jusqu'à quasiment au mois d'octobre. Donc il se baladait avec son troupeau, il couchait dans la cabane. Hein. Cette cabane a été récupérée à Génicourt, elle était dans un tas d'orties. Hein, et là, vous avez une photo d'un berger avec son troupeau de moutons sur la plage du village de Sagy. Pour la petite histoire, c'est mon arrière-grand-père. La transmission passe aussi par les enfants. De nombreuses animations pédagogiques leur sont proposées. L'occasion de découvrir la relation étroite qui unit l'agriculture et ce que l'on retrouve dans son assiette.
Pour certains d'entre eux, c'est loin d'être évident. Par exemple, les frites. Les frites, pour beaucoup d'enfants, c'est déjà que ça pousse dans un arbre et c'est rectangulaire et déjà congelé. Donc il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc c'est une animation autour des céréales. Donc pour rester dans le thème du musée avec les machines, donc c'est leur faire découvrir les céréales, qu'est-ce que c'est, comment ça pousse, qu'est-ce qu'on en fait. Et ils repartent chacun avec leur petit herbier sur lequel ils ont collé des graines. C'est beaucoup plus facile après pour eux de comprendre la visite du musée. Tous les 2 ans, en septembre, ces machines se remettent en marche pour la fête de la moisson. En attendant, vous pouvez toujours leur rendre visite à Sagy, l'occasion de revivre les grandes heures d'un monde agricole à jamais disparu. Un fond vert pour les incrustations, un prompteur pour le texte, une caméra, ça ressemble à un studio de télévision, mais nous ne sommes pas sur une vraie chaîne de télé, mais dans un collège, celui du parc aux Charrettes de Pontoise. Au programme de cette web TV créée en 2011, des reportages qui racontent la vie du collège. Retour sur la rentrée scolaire, vue des 2 côtés de la barrière. Arrivée de nouveaux professeurs, élection au conseil d'administration, remise de brevets, les sujets ne manquent pas. Une occasion unique de montrer ce qui se passe derrière les grilles d'un établissement scolaire. Elle apporte au collège beaucoup de notoriété, elle apporte une formidable visibilité sur ce que font nos élèves dans l'établissement. Cela permet aussi à nos élèves de devenir des journalistes en herbe. Parmi ces journalistes en herbe, Léna, élève de 4e, c'est elle qui présente le journal. Ce qui me plaît là-dedans, c'est de pouvoir résumer un peu ce qui se passe dans mon collège. À la télé, ils résument ce qui se passe dans l'actualité et moi je résume ce qui se passe dans mon collège. Donc j'imite vraiment les vrais journalistes. On m'a déjà dit pourquoi pas tu ferais pas ça plus tard, mais c'est encore peut-être trop tôt pour me projeter et donc je ne sais pas encore. Pour cette nouvelle saison du Parco News, le nom du programme, ils sont 6. Élèves de 6e et de 4e, ils présentent les rubriques, posent les questions, lancent les reportages comme de vrais journalistes. Quels sont les moyens de transport utilisés ? Chaque année scolaire, 4 journaux télévisés sont réalisés, plus quelques éditions spéciales. Pour ces collégiens, c'est avant tout du plaisir et un espace de décompression. Ça permet aussi un peu d'extérioriser par rapport au collège. On va dire que je suis un peu une personne extravertie, ce qui fait que c'est bien, je peux un peu me défouler vu mon caractère. Et après, le fait de savoir qu'on passe un peu à la télé ou des trucs comme ça, c'est un rêve d'enfant. Donc c'est toujours sympa de savoir qu'on peut le réaliser. Derrière ce projet, Jean-Marc Verdrel, le secrétaire de direction du collège. Passionné par l'univers de la télé, il lance sa web TV au collège en 2011. C'est lui qui réalise les reportages, le montage et les effets spéciaux. Avec le déménagement du collège à la rentrée prochaine, Jean-Marc aura un nouveau studio et espère pouvoir investir dans de nouveaux éclairages. Pour acheter ce matériel, le collège va lancer un appel à financement participatif. Mon objectif, en fait, avec les élèves, c'est de créer un studio de télévision à l'intérieur de ce collège, puisqu'on aura un local qui sera mis à notre disposition. Et la première des choses que nous souhaitons sur cet appel à financement participatif, ce sont de vrais éclairages, donc des bacs d'éclairage lumineux, comme ceux utilisés à la télévision, notamment pour avoir une meilleure image sur le fond vert. En attendant leurs nouveaux locaux et peut-être leurs nouveaux éclairages, l'info continue, place au journal.